Bonsoir Félix Tshisekedi, vous êtes le président de la République démocratique du Congo depuis le 25 janvier 2019. Quel bilan pouvez-vous faire de votre première année de mandature? Bien, bonsoir monsieur. Euh, Avant de faire le bilan, il faut peut-être faire l'état des lieux euh, que j'ai trouvé en arrivant. Souvenez-vous, le 30 décembre, il y a eu des élections qui étaient très peu attendues, ou du moins dont on attendait un scénario catastrophe. Là où les gens ont attendu une guerre civile, il y a eu une alternance. Ensuite, le pays se trouvait dans l'état qu'on connaît, avec un isolement diplomatique, les institutions financières internationales qui faisaient l'ignorant, hein, qui nous ignoraient totalement, des tensions régionales et même internationales, avec un peuple au moral complètement dans les talons et une situation économique et sociale qui n'était pas très bonne. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait travailler assez urgemment. Je suis allé très rapidement dans ce que j'ai appelé le programme d'urgence, avec très peu de moyens, en construisant des écoles, en restaurant des hôpitaux, des routes, des ponts, en mettant sur pied des bacs pour faciliter le trafic fluvial. Monsieur le Président, en Et vous donc, écoutant, je termine s'il vous plaît. Et sur le plan politique, nous avons accéléré la décrispation. Plus de prison pour les acteurs politiques, plus d'exilés politiques, les libertés et les droits des individus étaient davantage garantis, ainsi que la circulation des biens et des personnes. en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez trouvé un pays complètement à terre. Complètement à terre, je ne dirais pas ça, mais dont personne ne pouvait, sur lequel en tout cas personne ne pouvait parier un copec. Et nous l'avons constaté d'ailleurs en reprenant langue, par exemple avec les institutions financières internationales qui avaient fermé tous leurs programmes envers la République démocratique du Congo et qui disaient, qui redisaient en tout cas leur espoir de voir un Congo meilleur. Le Congo était certes dirigé, c'est vrai, mais il était isolé. Et il fallait trouver les voies et moyens pour le sortir de cet isolement, et je crois que nous avons réussi. Vous parlez d'isolement, vous avez essayé de réchauffer les relations avec des grandes capitales comme Bruxelles, Washington ou encore Paris. Certains de vos détracteurs vous accusent de passer votre temps à voyager et à gaspiller, je cite, l'argent de l'État. Comment ces déplacements se concrétisent sur le terrain? Quel est le résultat? Grâce justement à la bonne tenue de nos finances, nous avons obtenu du FMI l'affectation de 368 millions de dollars au titre de facilitation de crédit pour la balance des paiements. Nous avons obtenu de la Banque mondiale une ardoise d'1,5 milliard par rapport en soutien à ce que nous avons lancé comme programme par rapport à la gratuité de l'enseignement. La Banque africaine de développement, elle aussi, s'est alignée pour nous aider, notamment dans le grand projet de construction de la phase 3 d'Inga. Donc, moi, je crois que j'ai rapporté à la République beaucoup plus que je n'ai dépensé Que vos pour voyages ont coûté. justement obtenir cela. Donc, il n'y a rien pour rien. Il faut bien sûr investir quelque chose pour obtenir un gain, et c'est ce que j'ai fait. Je ne regrette absolument pas. Je rebondis sur cela. 1,5 milliard de dollars de promesses d'investissement. La RDC est l'un des pays les plus riches en Afrique et pourtant la population continue à souffrir. Comment expliquer ce contraste? Ben, je crois qu'il y a eu plusieurs phénomènes, à la fois politiques, par des régimes forts, des régimes peu démocratiques, mais également par la mauvaise gestion, mauvaise gouvernance
Vous avez parlé de fraude. J'ai envie maintenant d'aborder le thème de la corruption. Vous êtes érigé comme le président qui allait lutter contre la corruption. Où en est-on aujourd'hui? Nous sommes en train de toujours chercher une approche la plus idéale pour lutter contre ça. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que nous avons d'abord commencé, et je l'ai fait très rapidement, par mettre sur pied une agence pour le changement des mentalités. Parce que je crois que la corruption est devenue chez nous comme une seconde nature. Elle est endémique, elle s'explique, elle se comprend, elle se justifie et c'est inadmissible. Donc il faut commencer par inverser les valeurs parce qu'aujourd'hui elles sont négatives. Il faut les ramener à la positivité, faire comprendre aux gens que si nous voulons demain une société qui gagne, une société plus juste, une société qui répartit de manière équitable sa richesse et qui peut lutter contre la pauvreté, il faut combattre la corruption. C'est grâce à cela que nous pourrons atteindre nos objectifs. Ensuite, il faut venir avec l'appareil répressif parce que la sensibilisation, la mobilisation, pour des gens qui sont ancrés dedans, qui ont des habitudes vraiment, j'allais dire, dans les gènes, il faut des méthodes coercitives. Et là, il faut venir avec la loi et la répression, donc on va dire, de ces crimes. Et donc, pour ça, nous sommes en train d'imaginer la mise sur pied d'une juridiction spéciale qui va s'attaquer au problème de la corruption et de manière impitoyable. C'est un discours avec lequel vous êtes cohérent, Monsieur le Président, puisque vous le tenez souvent lors de vos visites à la diaspora congolaise dans les capitales. Mais le problème des 15 millions de dollars qui ont disparu, vos détracteurs disent que la corruption se perpétue encore sous votre présidence. C'est possible, mais ici, la différence, c'est que j'ai d'abord veillé à ce que celui par qui le scandale est arrivé, on va l'appeler ainsi, l'inspecteur général des finances, fasse son travail de manière la plus objective qui soit. On ne peut pas me demander d'un côté d'instaurer l'état de droit, de travailler pour les droits et les libertés des citoyens, et de l'autre me demander de faire le juge et de commencer à m'immiscer dans le travail de la justice. Aujourd'hui, ce dossier est chez le juge, il en fera ce qu'il veut, ce n'est plus mon affaire. Monsieur le Président, un an après votre prise de fonction, on ressent encore la présence de Joseph Kabila partout dans les instances. En RDC, comment vous composez avec lui? D'abord, je ne crois pas que Joseph Kabila doit être prisonnier. Donc on a le droit de le voir. Nous n'avons jamais assisté dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, à une transition ou une alternance pacifique. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est irréel, ce spectacle d'un président venant de l'opposition, et non des moindres, l'opposition la plus radicale, arrivé au pouvoir, qui était exercé avant cela par un président autre, donc d'un autre bord politique. Et ce président est au pays, il vit au pays, voilà. Donc c'est un scénario jamais vu dans notre pays. C'est normal que les gens spéculent. Mais en même temps, je crois que M. Joseph Kabila a le droit de circuler. Il a le droit de continuer à rencontrer ses amis politiques. Je ne vois pas en quoi cela entrave ma façon de gouverner. Donc ça n'a rien à voir. Et en plus, nous sommes en coalition et nous savons très bien qui doit faire quoi dans cette coalition. Donc il n'y a vraiment pas de Tout se passe bien problème. dans le meilleur des mondes. En tout cas, à notre niveau, oui. Peut-être pas au niveau de nos lieutenants, ça c'est clair, et encore moins de nos militants. C'est tout à fait normal, mais ça c'est dû justement à ce que je vous dis, cette situation inédite. Même pour nous, c'était inédit. Monsieur le Président, votre mission ne doit pas être facile, comme celle de tous les présidents, parce que vous essayez de faire venir les investisseurs en RDC, mais dans l'est du pays, il y a la violence, il y a les rebelles dans l'Ituri, dans le Nord Kivu. Comment ramener la paix dans cette région du pays? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout évident. C'est une situation que nous avons trouvée qui dure depuis maintenant peut-être 2 décennies. Donc, lors de ma campagne électorale, j'ai eu l'occasion de passer par ces régions-là et j'ai été frappé justement par cette situation
qui m'a vraiment beaucoup peiné. Et j'avais pris l'engagement à ce moment-là de tout faire pour ramener la paix. Et depuis lors, j'ai chargé le chef d'état-major général de nos armées d'établir son quartier général à Béni, et ce jusqu'au retour définitif de la paix. Là, nous sommes en train de très très bien progresser. Nous avons défait plusieurs la reprise de Médina, par exemple, plusieurs poches de ces assaillants, j'allais dire, de ces terroristes. Mais la tâche reste énorme parce qu'il faut consolider nos positions et donc il faut renforcer davantage les capacités de nos forces armées, et cela demande des moyens et beaucoup d'autres efforts comme la mise en commun de nos forces et de nos énergies. C'est ce qui a expliqué beaucoup de mes déplacements dans la région, en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, pour demander à ces pays voisins d'avoir une approche commune vis-à-vis de ces choses et de détendre un peu ces relations entre nous qui ont été, comme vous le savez, très difficiles ces dernières années, et d'amener nos pays à aller sur autre chose comme l'intégration régionale, économique, etc. Ensuite, il faut aussi favoriser le dialogue intercommunautaire, parce qu'il y a aussi des tensions. Ça, c'est au sud Kivu, c'est pas à Béni, mais il y a des tensions entre communautés. Donc il faut arriver à les amener à vivre en paix, à vivre ensemble et de manière pacifique. Donc vous voyez, tout ça, c'est énorme comme tâche, mais ce qui nous anime, c'est la foi et la détermination. Et nous pensons et sommes sûrs qu'avec ça, pas seulement, parce qu'il faut rajouter les actions, et c'est l'année des actions, avec tous les trois éléments réunis, nous y arriverons. Nous y arriverons. J'aurais juste une dernière question, Monsieur le Président, et elle concerne un thème qui vous est très cher, la jeunesse. J'ai rencontré des Congolais ici à Londres. Certains vous soutiennent, d'autres disent que vous n'avez quasiment rien fait pour eux, pour l'éducation, pour l'emploi. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, d'abord, j'aimerais dire que, vous savez, le rôle que je joue, j'en suis conscient, j'en étais déjà conscient dès le départ, est ce qu'on peut appeler un rôle ingrat. Donc je n'aurai pas que des remerciements. Et je sais que c'est comme ça la vie, on ne peut pas faire l'unanimité partout, et c'est tant mieux. Et donc il y aura toujours à redire sur ma façon de faire. J'ai trouvé le pays comme je vous l'ai décrit en début d'interview, et je sais très bien que je ne peux pas, d'un coup de baguette magique, satisfaire ou redonner le sourire à tout le monde. L'essentiel ici, c'est de remettre les puzzles dans le bon sens pour essayer de démarrer quelque chose, de remettre le pays sur les rails et de passer le relais à mes successeurs qui arriveront dans le futur. Mais ici, notre force, c'est la jeunesse. Et vous avez vu, j'ai facilité la gratuité, je l'ai décrété parce que je pense que, et je l'ai décrété au niveau primaire, parce que je pense que une nation qui gagne, elle doit être éduquée. Et l'éducation de base est la plus importante. C'est pour ça que je le favorise. Mais ensuite, j'espère, avec les moyens, au fur et à mesure qu'ils viendront, nous irons jusqu'au niveau du secondaire et même du supérieur. Et à ce moment-là, je pense que nous pourrons avoir une jeunesse formée et capable d'affronter l'avenir. Je préfère soutenir les jeunes entrepreneurs. Je suis en train de travailler sur la constitution d'un fonds de garantie qui va accompagner ces jeunes. Je travaille au niveau aussi des groupes armés parce qu'ils sont composés des jeunes. Nous avons le programme DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Nous sommes en train de sensibiliser ces jeunes à quitter ces lieux qu'ils ont gagnés pour des raisons de pauvreté, d'oisiveté. Il faut leur redonner de l'activité économique de préférence pour qu'ils puissent se sentir utiles à la société. Voilà, c'est tout ça que nous sommes en train de concevoir, d'accompagner. Et il y aura, surtout chez les jeunes qui ont beaucoup d'engouement, de fougue, encore beaucoup de revendications, mais ça, je l'accepte volontiers. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accordé cet entretien à la BBC. Merci beaucoup. Merci.